Maude Laplante, ici, alors bibliothécaire de l'Université Laval, de la diffusion de la recherche et communication savante. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'information à l'Université de Montréal, ainsi que d'une maîtrise en études françaises avec cheminement en histoire du livre et de l'édition à l'Université de Sherbrooke. Très tôt dans son parcours, elle s'intéresse au milieu de l'édition et surtout à la chaîne de livres de bibliothèque. Elle décide de devenir alors bibliothécaire. Maude désire comprendre les bases de données et les dessous du référencement. Son véritable souci, par contre, dans son parcours, ce qu'elle m'a dit ce midi, c'est de continuer à apprendre. On m'a demandé de parler de ressources éducatives libres en bibliothèque universitaire à l'Université Laval plus particulièrement. Mais j'ai choisi d'un peu ajuster le sujet, puisque je veux parler plus du rôle des bibliothèques dans les ressources éducationnelles libres, ce qui est une nuance quand même importante par rapport au sujet, et c'est ce dont je vais vous entretenir. Donc, bibliothèque universitaire et ressources éducationnelles libres. Donc, comment les bibliothèques peuvent contribuer au développement des ressources éducationnelles libres? Les bibliothèques universitaires possèdent plusieurs expertises, de nombreuses expertises qui peuvent grandement contribuer au développement de ce genre de ressources-là. Et bien évidemment, peut-être le savez-vous déjà, les bibliothèques universitaires particulièrement, ont été impliquées de façon très étroite dans le libre accès depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs un des dossiers qui m'occupe principalement à la bibliothèque de l'Université Laval. Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par libre accès, si vous êtes plus ou moins familier avec ce terme-là? C'est le libre accès, dans le contexte académique, aux publications scientifiques, mais aussi aux contenus scientifiques qui peuvent être autre chose que les publications. Ça peut être aussi les images, ça peut être tout contenu qu'on souhaite diffuser en libre accès. Donc, qu'est-ce qu'on fait en bibliothèque universitaire pour appuyer le libre accès? Bien, c'est la promotion, le soutien de la libre circulation des savoirs. Donc, voilà. On travaille beaucoup là-dessus. On met aussi en place des infrastructures de diffusion et de conservation, donc des systèmes qui vont permettre de diffuser les savoirs libres et de les conserver à long terme, donc d'assurer une pérennité de ces contenus-là. On applique aussi des standards pour l'échange de contenus, parce que c'est bien beau de diffuser des contenus en libre accès d'une institution, mais il faut s'assurer aussi de les faire rayonner. Donc, il y a des façons de faire avec les systèmes qui nous permettent d'échanger avec d'autres systèmes. Et dès qu'on est dans une logique d'ouverture, c'est beaucoup plus facile d'échanger les contenus qu'on diffuse sur les systèmes d'une institution. Et on encourage aussi beaucoup l'utilisation des licences libres, et je mets entre parenthèses 5R parce que le concept de ressources éducationnelles libres est lié à ce qu'on appelle les 4 piliers des ressources éducationnelles libres, qui sont des permissions que devraient permettre les licences qu'on attribue à ces ressources éducationnelles-là et qui les rendent libres. Donc, on devrait pouvoir les réutiliser. Alors, je vais devoir utiliser Isabelle pour ma mémoire. Réutilisation, reproduction, réutiliser, réviser, adapter, c'est un A en français. En anglais, c'est remix. Oui. Et redistribuer. Redistribuer. Et nous, les bibliothécaires, on souhaiterait ajouter un 6e R qui est repérer aussi, parce que c'est vraiment important de pouvoir repérer le contenu libre pour, par la suite, pouvoir le réutiliser. Donc, ce sont ces 5 concepts-là qui sont très importants dans les licences libres et qui permettent de créer des ressources éducationnelles libres. Donc, en bibliothèque, nous avons aussi une expertise de plus en plus en lien avec le droit d'auteur. Et comme vous l'avez compris, bon, on en a parlé depuis le début du colloque. Tout à l'heure, dans la présentation de Mme Pellé aussi, il était question de droit d'auteur. Donc, évidemment, on souhaiterait que ce soit complètement libre. Ce serait un monde parfait. Et là, on pourrait réutiliser, produire, etc. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Il y a toujours la loi du droit d'auteur qui prévaut ici au Canada et dans le reste du monde, dans les différents pays. Donc, il faut quand même avoir une bonne connaissance de cette loi-là et de savoir aussi comment on peut naviguer dans le contexte du droit d'auteur pour diffuser de l'information de façon plus libre que celle du droit d'auteur et comment utiliser aussi des contenus qui sont libres, parce qu'on n'est jamais complètement libre, à moins que la personne ait diffusé son contenu avec une licence dans le domaine public, en fait, comme Mme Pellé le faisait.
Et c'est quand même une minorité. Donc, cette expertise-là est quand même importante au niveau des bibliothèques et c'est quelque chose qui peut être fort utile en appui au développement des ressources éducationnelles libres en contexte universitaire. Et je voudrais aussi rappeler certaines expertises qui sont plus liées, disons, à notre expertise, disons, traditionnelle de bibliothèque, qui peuvent être aussi très utiles dans le contexte du développement des ressources éducationnelles libres, c'est à savoir la gestion des contenus, des textes, des images, des vidéos, donc tout contenu, disons, documentaire. Depuis la nuit des temps, ce qu'on fait en bibliothèque, c'est évaluer, acquérir au sens très large, pas nécessairement au sens commercial, acquérir des ressources, les rendre accessibles et repérables et les conserver. Donc, les ressources éducationnelles libres, ce sont des ressources comme d'autres. D'autres, ces expertises-là peuvent être grandement utiles aussi dans un contexte de développement des ressources éducationnelles libres. Et la découverte de contenu, donc savoir repérer et évaluer le contenu qu'on retrouve en ligne. Donc, les ressources éducationnelles libres sont des ressources qu'on doit pouvoir repérer si on veut qu'elles soient utilisées. Donc, c'est aussi une expertise qui pourrait être mise de l'avant dans un contexte de ressources éducationnelles libres. Et aussi, je fais référence à une présentation qu'il y a eu plus tôt où on a fait une analyse des besoins à travers plusieurs universités par rapport aux enseignants ou aux professeurs qui utilisent des ressources éducationnelles libres et qui disaient avoir de la difficulté à repérer ce genre de ressources-là. C'est aussi une expertise des bibliothèques de savoir où on peut repérer les ressources libres. On connaît les plateformes, on connaît les moteurs de recherche où on peut trouver ce genre de ressources-là. Donc, c'est une expertise qu'on peut mettre à contribution aussi dans le contexte des ressources éducationnelles. Situation au Canada et à l'Université Laval, sur une diapo. Alors, c'est très, 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 très ambitieux en une diapo. Là, je vais y aller de façon très, très générique. Donc, très, très, très brièvement pour placer le sujet. On l'a vu depuis le départ, le mouvement de l'open education, c'est un mouvement qui est quand même en émergence dans le milieu universitaire. Un mouvement qui a émergé surtout, en fait, des États-Unis. C'est vraiment le leader en la matière. Au Canada, on commence de plus en plus à s'y intéresser. Il y a eu des grands projets, il y a des projets majeurs qui sont faits au Canada, notamment BC Campus et eCampus Ontario, qui sont très actifs dans le domaine. Mais c'est quand même assez récent, ça date à peine 10 dernières années. Et les années récentes, on a vu un intérêt, notamment des gouvernements sur le sujet. Donc, il y a eu le Comité permanent des finances à la Chambre des communes qui a fait une recommandation aux organismes subventionnaires en 2017, si je ne me trompe pas, où on recommandait aux organismes subventionnaires de mettre en place un projet pilote pour encourager les enseignants et les professeurs à développer des ressources éducationnelles libres. En 2018, il y a aussi l'Alliance canadienne des associations étudiantes qui a pris position dans le cadre de la révision de la loi sur le droit d'auteur et où on recommandait, en fait, on prenait position et on demandait aux organismes subventionnaires de financer le développement de ressources éducationnelles libres. Et c'est un sujet qui interpelle particulièrement les étudiants puisque avoir accès à des ressources éducationnelles libres, c'est sûr que ça fait une différence au bout de la ligne sur le coût de leurs études. À la suite, dans ce contexte-là, à la suite de ces prises de position-là, il y a aussi les bibliothèques au niveau canadien qui ont commencé de plus en plus à voir comment on pouvait se positionner dans ce dossier. Et il y a l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, dont fait partie la Bibliothèque de l'Université Laval, qui a amorcé un travail de réflexion en 2019, en fait, en 2018, qui s'est concrétisé, disons, en 2019 par la mise en place d'un groupe de travail sur l'éducation ouverte. Un groupe de travail dont le mandat est de fournir une orientation cohérente et éclairée pour les initiatives d'éducation ouverte. Donc, les bibliothèques ont vraiment souhaitent maintenant se positionner dans ce dossier-là et voir comment on peut contribuer parce qu'on a beaucoup d'expertise qui pourrait être utile dans le développement de ces ressources. À la Bibliothèque de l'Université Laval, on a
déposé en fait une planification stratégique en 2018 et on a souhaité aussi favoriser le développement, la promotion et la diffusion des ressources éducatives libres. Qu'est-ce qu'on fait concrètement à la bibliothèque de l'Université Laval pour l'instant? Dans le fond, nous, à la bibliothèque de l'Université Laval, on travaille beaucoup sur un des maillons essentiels des ressources éducationnelles libres, à savoir les contenus en libre accès. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on s'est concentré dans les dernières années. Et qu'est-ce qu'on a fait pour le libre accès? Le contenu en libre accès, finalement, devient la matière première pour créer des ressources éducationnelles libres. Si on n'a pas de contenu en libre accès, c'est difficile de faire des ressources éducationnelles libres. Et donc, vous avez là la série d'actions qu'on mène et qu'on a menées et qu'on mène encore. Donc, promouvoir le libre accès, aux publications scientifiques. Donc, comment on fait ça? On participe à des événements liés à la recherche. On a rédigé, en collaboration avec le vice-rectorat à la recherche et à la création, une politique de libre accès pour l'Université Laval. Donc, l'Université Laval possède une politique sur le libre accès. On a mis en place et on supporte des infrastructures de contenu. Donc, Corpus UL, le dépôt institutionnel, c'est une archive ouverte dans laquelle on va retrouver des publications des professeurs, des chercheurs de l'Université Laval. Donc, essentiellement, ce sont des articles, ça peut être des chapitres de livres, des livres. Et on y diffuse ces contenus-là en libre accès. Et on y retrouve aussi les thèses et mémoires des étudiants de l'Université Laval qui sont aussi diffusées en libre accès. On a aussi une plateforme qui s'appelle GeoIndex. J'en ai sauté une, je vais y revenir. GeoIndex, c'est une plateforme partagée de données géospatiales des universités québécoises. Donc, plusieurs universités québécoises utilisent cette plateforme-là où on diffuse pas tout le contenu en libre accès, mais il y a certaines données qui sont disponibles en libre accès. Donc, c'est une autre façon de soutenir le libre accès. On soutient aussi les revues savantes du campus en mettant en place une plateforme de publication. Je le mentionne parce que c'est important. Les revues de l'Université Laval, il y en a plusieurs qui sont en libre accès. Et les revues savantes locales ont peu de moyens comparativement, par exemple, à des revues qui sont chez des grands éditeurs et qui profitent de beaucoup de moyens des grands éditeurs. Donc, si on veut continuer à faire de la production savante locale, il faut aussi soutenir les revues localement et des revues qui sont aussi en libre accès. Donc, on les aide en les accompagnant dans la modernisation de leurs pratiques grâce à cette plateforme-là. On a aussi la plateforme Kalos, qui est une plateforme de collection numérique où on va trouver des contenus multimédia, des photos, des films, etc. Et il y a des collections de photos, par exemple, qui sont en libre accès sous licence Creative Commons et qui peuvent être réutilisées librement. On intègre aussi nos contenus dans l'écosystème global du libre afin que celui-ci ne soit pas limité ou confiné à notre contexte institutionnel. Donc, étant donné que ces systèmes-là sont ouverts, on peut échanger aussi des données avec des plateformes, là je ne les nomme pas toutes, mais des plateformes comme OpenAir, qui est une plateforme pour le libre accès en Europe. Donc, c'est la Commission européenne qui a mis en place cette plateforme-là pour les politiques de libre accès européennes et l'a ouverte à d'autres pays, dont le Canada. On est présent aussi dans OnPaywall, qui est une plateforme qui permet de trouver de la littérature en libre accès ouverte. Wikimedia Commons, on a aussi commencé à charger nos photos qui sont dans Kalos et en libre accès, donc en Creative Commons, dans Wikimedia Commons, etc. On s'implique aussi dans la communauté du logiciel open source avec deux plateformes, dont Corpus UL qui est basé sur DSpace et la plateforme de publication pour les revues savantes qui est basée sur OGS, qui sont deux logiciels en open source. Et on travaille à redonner aussi à cette communauté-là les développements qu'on fait à l'interne sur ces plateformes. On fait beaucoup de formations et d'accompagnement par les bibliothécaires spécialisés, le Bureau du droit d'auteur, donc sur la publication, la diffusion en libre accès, avec les professeurs, avec les étudiants de cycle supérieur. On travaille aussi, on donne beaucoup d'informations et de formations sur la conformité aux politiques de libre accès, donc la conformité aux politiques de libre accès des grands organismes subventionnaires nationaux ou au niveau provincial, de l'accompagnement sur le droit d'auteur, sur les licences ouvertes, d'un point de vue de diffusion et d'utilisation. Donc, si on a des professeurs qui souhaitent diffuser leur contenu librement,
ou si on a des professeurs qui souhaitent utiliser des contenus qui sont libres. Donc, comprendre les nuances de ces licences ouvertes-là, c'est pas toujours si simple que ça. On travaille aussi sur les mesures d'impact alternatives. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais en étant ouvert, donc tous les contenus qui sont en libre accès, il y a une autre façon de mesurer l'impact de ces publications-là, et c'est avec ces mesures d'impact qu'on le fait. Et on soutient financièrement des initiatives en libre accès aux publications. On a eu un projet pilote avec les presses de l'Université Laval pour diffuser une trentaine de livres en libre accès, un partenariat et un soutien du consortium Érudit. Le consortium Érudit, c'est le consortium qui diffuse les revues, un grand nombre de revues savantes québécoises en libre accès. On soutient aussi DOAJ, qui est un répertoire de revues internationales en libre accès, ainsi que Knowledge Unlatched, qui diffuse en libre accès des monographies académiques. Donc, c'est une plateforme qui est internationale. Donc, on contribue financièrement à différentes initiatives, toujours dans une perspective d'avoir de plus en plus de contenu en libre accès. Je reviens à mon image de tout à l'heure, les deux petits bonhommes avec le morceau de casse-tête. J'aimais bien cette image-là parce que elle permet de montrer que la bibliothèque est en appui. Donc, dans le fond, on est en appui, on a des morceaux qui permettent de développer les ressources éducationnelles libres. Et c'est sûr qu'il y a des aspects sur lesquels on n'a pas nécessairement une expertise. Et ce travail-là se fait en collaboration avec d'autres personnes qui ont des expertises, par exemple en pédagogie, ou avec des professeurs qui seraient intéressés à développer ce genre de ressources-là. On peut travailler en amont et en aval, et on travaille souvent dans l'ombre, je trouve. Donc, c'est pour ça que je mentionne à partager, aussi à faire connaître. On est capable, on peut accompagner et on peut être en appui et être utile dans un projet, dans une perspective de ressources éducationnelles libres, donc de production de ce genre de ressources-là. Avant de terminer, je voulais finir avec quelques enjeux, donc, que je trouvais important à mentionner parce que on offre tous ces services-là, cette expertise-là aussi, mais on est dans un contexte où on se rend compte qu'il y a certains enjeux qui ne sont pas toujours faciles à adresser. J'en ai mis quelques-uns qui me venaient à l'esprit quand j'ai préparé la présentation, et si vous voulez avoir des discussions là-dessus, je serais très intéressée parce que la diffusion en libre accès au Canada et au Québec demeure peu adoptée par les chercheurs. Donc moi, je trouve ça très problématique dans une perspective de ressources éducationnelles libres, parce que pour faire des ressources éducationnelles libres, ça nous prend du contenu libre. Si on n'a pas du contenu libre, comment allons-nous faire du contenu libre? Pourquoi ça demeure peu adopté, mais notamment, je n'ai pas toutes les raisons dans ma diapo, évidemment, mais c'est notamment peu encouragé par les politiques gouvernementales et les institutions. Même si on a des politiques au Canada pour encourager le libre accès, elles ne sont pas très, très coercitives, disons. Alors, et les études démontrent que les chercheurs canadiens se conforment très peu à ces politiques-là actuellement. Et on a encore une culture de diffusion de la recherche qui est liée au prestige des revues, et pas nécessairement à d'autres critères qui pourraient être un plus grand partage avec la communauté. Il y a peu de ressources qui sont investies pour soutenir le libre accès au Canada en termes d'infrastructures et d'incitatifs. On sait que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, quand on met les ressources et les infrastructures nécessaires pour soutenir le libre accès, ça fonctionne. C'est ce que le NIH a fait en mettant en place PubMed, par exemple, que vous connaissez probablement. On a mis peut-être que vous ne connaissez pas, j'ai des noms. Alors, PubMed Central, qui est une plateforme américaine, ce que le gouvernement américain a fait, il a passé une loi pour obliger les chercheurs en santé à diffuser librement leurs articles scientifiques. Et les chercheurs, s'ils veulent avoir du financement, doivent se conformer. Et il y a des vérifications qui sont faites. Mais pour faire ça, on n'a pas simplement dit aux chercheurs, vous allez faire ça et on va vous punir si vous ne le faites pas. On a aussi mis en place une plateforme, PubMed, et on a pris les accords avec les éditeurs. Les éditeurs déposent directement les articles dans PubMed et c'est beaucoup plus facile pour les chercheurs. Donc, et ça fonctionne. Tandis qu'au Canada, on dit aux chercheurs, faites-le, on ne vérifie pas vraiment et on n'a pas d'infrastructure. Donc, ça marche plus ou moins. Aussi, notamment, je voulais souligner l'enjeu de la fragilisation de la production locale. Je trouve que c'est très important comme enjeu parce que
Les revues savantes, notamment francophones, ont très peu de ressources pour faire le travail qu'elles ont à faire. Et c'est énorme. Ces revues-là sont maintenues à bout de bras par les chercheurs. Et si ces revues-là ne sont pas mieux soutenues, ben, la production locale francophone en libre accès, il y en aura de moins en moins. Donc, c'est vraiment important comme enjeu. La compréhension aussi limitée des aspects légaux de la diffusion en libre accès. Les licences Creative Commons, on en parle beaucoup, mais peut-être que parmi nous, c'est plus connu. Mais quand on en discute avec les professeurs ou avec les étudiants, c'est des réalités qui sont plus ou moins bien maîtrisées. Et c'est vraiment important de faire beaucoup d'éducation sur l'utilisation de cet outil-là, qui est fort important dans le contexte des ressources éducationnelles libres. Et finalement, le rôle de la bibliothèque ou des bibliothèques qui est mal connu. Il y a une part de la responsabilité qui nous appartient, nous, aux bibliothèques, mais pas seulement à nous en tant que bibliothèque. On est encore perçu dans notre rôle traditionnel d'acheteurs de livres ou d'entrepôts de livres, alors qu'on a une foule d'expertise qui pourrait être mise à profit, surtout dans le contexte de développement des ressources éducationnelles libres ou dans l'accompagnement pour le libre accès, les publications savantes en libre accès. Donc, on est très ouvert à recevoir des demandes ou à en discuter avec vous. Alors, je trouvais ça important d'en discuter avec vous. Puis si vous avez des suggestions à nous faire pour qu'on apprenne à mieux se faire connaître, ce sera très bienvenu aussi. Bravo.